Merci d'être là à cette soirée spéciale dédiée à l'évolution des métiers de la création. Et merci à Dovi de nous avoir invités ce soir. Vous allez retrouver sur scène 5 intervenants issus d'horizons créatifs variés qui vont exposer en 10 minutes et en images leur vision du futur de leur métier. Alors, pour préparer ces interventions, nous leur avons posé 4 questions. Quel est l'impact de l'évolution des technologies sur leur travail ? En quoi la nature de leur métier a changé ces 10 dernières années? En quoi les outils révolutionnent-ils leur façon de travailler? Et enfin, quelles sont les tendances en termes de création? Vous pouvez poser vos questions via Twitter pendant les interventions. Alors Gaïané va vous expliquer ce dispositif. Oui, alors bonjour. Donc moi je suis ici présente avec ma collègue Élise et Nicolas qui est dans la salle pour animer le dispositif de conversation sur Twitter. Donc n'hésitez pas à participer en commentant ou en posant vos questions sur Twitter avec le hashtag Creative Days. Donc mettez bien le dièse devant. Voilà. Merci Gaïané. Si en régie on pouvait nous projeter sur le grand écran l'image qui est affichée du sommaire, parce qu'on n'a pas le bon retour sur l'écran. Alors, au programme ce soir, je vais vous faire une courte introduction sur l'évolution des métiers du design interactif. Ensuite, Geoffrey Dorn nous rejoindra pour parler un petit peu de sa vision de la publication numérique. Ensuite, Marc Dacuna Lopez, qui est photographe, viendra nous parler en particulier de son expérience dans la photographie et la retouche numérique. Frédéric Sofiana, qui est directeur de création réalisateur, viendra nous présenter différents travaux qu'il a glanés. Stéphane Maguet viendra ensuite, qui est Creative Technologies chez Digitas, viendra nous exposer sa vision. Et puis je conclurai brièvement en poursuivant un petit peu ses réflexions sur cette évolution des métiers. Voilà. Je vais vous présenter donc Benoît Drouillat, qu'on ne présente plus, qui est designer interactif et directeur du département Objets et Systèmes Interactifs de Strat College. Il exerce également de multiples responsabilités bénévoles dans le monde associatif du design, puisqu'il est président fondateur de Designer Interactif et également membre du conseil d'administration de la PCI, la Chance pour la promotion de la création industrielle. Avec Nicole Pignet, il a publié 2 ouvrages, Penser le web design et le web design social expérience des interfaces web, et co-dirige également la revue Interface. C'est bon. Alors ce soir, je voulais essayer d'exposer avec vous la petite théorie que j'ai sur l'évolution des métiers du design interactif. Cette évolution des métiers du design interactif, on l'a abordé déjà plusieurs fois dans l'histoire de l'association de designers interactifs qui, avec Adobe, organise ce soir cette soirée. Et c'est vrai qu'au commencement du design d'interface, c'était finalement, plutôt pour commencer, l'interface texte. L'interface texte, c'est vrai que c'était une façon d'envisager les métiers du design dans le domaine des interfaces, qui était plutôt souvent une absence de design, même si aujourd'hui on va parler beaucoup d'interface naturelle. Et puis vint l'interface graphique à la fin des années 70, et les métiers du design dans le design interactif, ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque le design interactif, ont commencé, je dirais, à émerger. Et il s'agissait à la fois d'imaginer quel allait être le dialogue entre les personnes et cette interface, et aussi de créer finalement le design des représentations, c'est-à-dire la forme qu'allait prendre l'interface. Ensuite, au début des années 80, il y a un monsieur qui s'appelle Bill Moggridge, qui a été à l'origine d'une discipline, d'une pratique de design plutôt, qui s'appelle le design d'interaction, qui a imaginé l'ordinateur qu'on a vu défiler il y a un instant, qui s'appelle le Grid Compass, et qui était un ordinateur qui faisait pour la première fois le lien entre le design produit et le design de l'interface. Puis on a fait, à partir du milieu et de la fin des années 90,
de design pour le réseau, c'est-à-dire le web design, et ça a été une assez longue évolution de ce que pouvait être finalement un design d'interface qui s'est peu à peu enrichi avec un paradigme qui était très différent de celui qu'on avait connu jusqu'à présent, qui était le paradigme du bureau, et on a fait des interfaces web. Puis, il y a quelqu'un qui s'appelle Mark Weiser, qui au début des années 90 a théorisé un concept qui s'appelait l'informatique ubiquitaire, qui s'appelle l'informatique ubiquitaire, et qui consiste finalement à diffuser la technologie dans l'environnement et à la rendre complètement invisible. Donc c'est pour ça que ça s'illustre aussi par, pas seulement par des écrans, mais par des terminaux plus petits qui sont un petit peu, si vous voulez, l'avant-vision des tablettes et des terminaux mobiles. Puis il y a eu l'Internet des objets, on a vu passer le lapin Nabasta, qui maintenant s'appelle lapin carotte, et là ça consistait à faire des traitements informationnels dans les objets et à imaginer quelles pouvaient être les interactions aussi avec le design produit de l'objet. Au début des années 2000, ça c'est une capture d'écran d'un film que vous connaissez tous, qui s'appelle Minority Report. Et Minority Report a introduit beaucoup aussi les interactions naturelles sur lesquelles on a beaucoup construit aussi nos métiers. Et puis, beaucoup plus récemment, ça c'est une tendance qui a vraiment, je dirais, démarré à partir des débuts des années 2010. Il y a ce qu'on appelle l'informatique vestimentaire, c'est-à-dire le wearable computing en anglais. Et ça a été aussi une nouvelle façon d'envisager le rapport, cette fois-ci le rapport très corporel finalement avec la matière numérique, et à créer de nouveaux usages autour de ça. Vous avez notamment Chalayan, dont on a vu cette photo, qui crée des vêtements qui sont des vêtements dans lesquels il y a de l'électronique embarquée. Ce qu'on a vu juste à l'instant, c'était Tron, qui est une façon aussi de dire que finalement, ce n'est pas le virtuel qui a intégré le monde physique, c'est le monde physique qui a intégré le numérique peu à peu. Et donc cette façon finalement d'envisager le numérique comme non pas quelque chose d'immatériel, mais comme quelque chose de bien présent dans le monde physique, on retrouve aussi dans un film comme Avatar avec des interfaces holographiques. Et puis peut-être aussi qu'un des aboutissements, en tout cas de ce qu'on peut imaginer de plus avancé en termes de design d'interaction, c'est les interfaces organiques. Et là, je vous renvoie à un film de David Cronenberg, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Existence, qui est un film assez bizarre, qui montre la façon dont on peut créer des game design, des consoles de jeux avec des expériences assez hallucinatoires et assez proches du corps et aussi de la sexualité finalement, puisque le travail du designer peut-être à terme, ce sera de faire autre chose que des designs d'interface graphique ou des designs d'interface avec du produit, mais aussi d'intervenir peut-être un jour sur le vivant, mais là on touchera aussi à des limites éthiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Kayane, des questions? Alors, là, c'était un petit peu court pour avoir des questions sur Twitter. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui tweetent dans la salle. Moi, j'avais une question quand même, du coup j'en profite, sur justement l'avenir du designer par rapport à la biologie. Est-ce que tu as peut-être des exemples? Est-ce que ça se fait déjà? Comment ça se passe? Tu veux dire par rapport à la technologie, c'est ça? À la biologie. À la biologie. Sur la Alors, fin. en fait, les interfaces organiques, c'est quelque chose d'assez récent. Il n'y a pas beaucoup eu encore de recherches sur ce sujet, mais vous avez la grande association américaine de l'informatique qui s'appelle ACM, Association for Computing Machinery, qui publie une revue qui s'appelle ACM Communications et qui, il y a 2 ans, a fait un numéro spécial sur les interfaces organiques qui montre quelques-uns de ces projets. Et en fait, les interfaces organiques, ça peut s'incarner de plusieurs façons. Et notamment, c'est tout ce qui va consister à embarquer de l'électronique dans le corps. Alors ça, c'est tout le côté cyborg, mais il y a aussi des interfaces organiques qui sont pas forcément des interfaces organiques au sens biologique, mais au sens d'interfaces qui sont autonomes et qui sont réactives. Donc il y a eu encore très très peu de projets là-dessus et c'est très prospectif. C'est pour ça que c'est beaucoup plus souvent présent dans la science-fiction qu'aujourd'hui dans notre quotidien ou dans la recherche et développement. Mais en tout cas, ça constitue un axe très certain de développement. Je dirais pas dans les 5 ans à venir, beaucoup plus loin. Merci. Merci beaucoup, Gaïane.
Geoffrey Dorn va maintenant nous rejoindre. Geoffrey Dorn est designer, fondateur de son agence de design et de la marque Design and Human. Geoffrey est diplômé de l'ENSA, de travail le numérique et l'imprimé avec la Croix-Rouge, la Fondation Mozilla, la Fondation Wikimedia, le CEA, EDF, Samsung, Orange, Libération, mais également de nombreuses startups, des laboratoires de recherche et des maisons d'édition. Geoffrey attache un intérêt particulier à l'humain, à la communication, aux interfaces et à la métaphore, notamment après avoir été chercheur en design à l'ENSAD Lab. Et en parallèle, Geoffrey Dorn conseille des entreprises et dispense des cours dans différentes écoles. Il écrit également sur son blog graphisme.fr. Merci Marina, bonsoir à tous. Voilà, donc Marina a tout dit, donc voilà, j'ai plus besoin de me présenter. Je suis designer depuis maintenant 8-9 ans à peu près. Je suis designer indépendant et j'ai monté mon agence de design, comme Marina le disait, Design and Human. Je ne sais pas si on peut voir la slide suivante. Voilà, donc ça c'est moi. Et en fait, justement, moi j'essaie d'avoir une approche qui soit, avant même d'être orientée vers le projet, la réalisation, l'objet ou la forme, etc., ou l'interface, c'est d'abord de se poser la question de l'humain, pour qui on fait les choses et quels sont les usages. Et pour moi, ça c'est vraiment le point de départ d'un projet quand on parle de design. C'est vraiment de faire ce pas vers les gens en premier. Donc j'ai monté justement une agence qui s'appelle Design and Human. L'idée, c'est de pouvoir justement proposer cette approche et d'avoir vraiment un regard sur les gens et sur leurs usages. Ce soir, on m'a demandé justement de parler de publication numérique et de design, évidemment. Donc, pour moi, la publication numérique, c'est quelque chose que je regarde avec un œil assez critique. Je ne vais pas justement faire un étalage de la publication numérique comme on la voit aujourd'hui. Dans la tête des gens, souvent, c'est iPad, c'est un PDF sur un iPad. La publication numérique, pour moi, ça, c'est fini. Ça, c'était il y a quelques années, ok, c'est bon, on sait faire. Pour moi, la publication numérique, c'est ça. C'est de nouveaux usages. C'est des façons d'interagir, c'est des façons de commenter, c'est des façons de partager une histoire. Et ça, pour moi, ça prévaut même le support sur lequel ça se trouve. Et donc, évidemment, ce que je montre là, c'est vraiment se poser la question des usages en tout premier. La publication numérique, évidemment, aujourd'hui, on a vu, là, je ne sais pas si vous avez vu récemment ce que Apple a sorti hier avec les nouvelles interfaces, etc., s'éloigne un petit peu de ces interfaces, un petit peu skeuomorphiques, voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que la publication numérique, pour moi, c'est plus ça. Suspense. Voilà, donc c'est plus ça. Ça, c'est fini, ça y est, on l'a fait, on a fait des livres en papier, c'est très bien. On a fait la même chose en Flash à l'époque, maintenant on sait le faire en HTML, maintenant on sait le faire sur iPad. Ça, c'est fini. Et les beaux livres avec les pages qui se tournent, voilà, à mon sens, il faut proposer des expériences nouvelles. Et les affordances et ce genre d'éléments comme ça qui se tournent, c'est un peu fini. Pareil pour ça, Dieu merci, j'espère que ça va disparaître. Une bibliothèque en bois pour montrer des livres numériques, c'est une absurdité. Alors certes, on avait besoin de montrer ça pour expliquer ce que c'est qu'un livre, une collection de livres, etc. Maintenant, il y a des façons beaucoup plus élégantes, beaucoup plus intéressantes pour proposer à des utilisateurs de choisir un livre, d'utiliser un livre. Aujourd'hui, en France, la publication numérique, c'est ça aussi. On a un journal, puis une fois qu'on a fait le journal et qu'on a un petit peu de mal à le vendre, on fait une application mobile, et avant il y avait un site internet, etc. Ok, c'est bien, évidemment ça ne marche pas plus que ça, c'est pratique pour utiliser, pour lire du contenu, mais encore une fois, à mon sens, ça va plus loin. Donc, quand je dis ça va plus loin, quels exemples? Évidemment, c'est bien beau de critiquer les choses qui se font, mais quels exemples peuvent être pertinents pour ça? Donc tout d'abord, il y a beaucoup d'initiatives qui sont petites, qui sont en marge, qui sont à côté justement. Et moi, c'est ce qui m'intéresse justement, c'est les projets qui sont un peu en marge de tout ça. Pour moi, la publication numérique, c'est ça. Ça, c'est en Inde. Et c'est un temple indien, hindou. Et voilà. Et pour la façade du temple, qu'est-ce que c'est? Ils ont repris l'interface de Facebook et ils y ont mis toutes les divinités. Donc on a vraiment, je trouve cette image très drôle et en même temps très, très symbolique, très symptomatique de ce que c'est que diffuser un message sur un réseau, sur une tablette, sur un ordinateur. Pareil, ici vous avez sûrement vu les petits messages qui sont tombés de Wikileaks, ce sont des messages des diplomates américains. Associated Press, l'agence de presse internationale, a diffusé l'information et plutôt que de faire une dépêche, etc., c'était vraiment de la cartographie. Donc là, pour moi, il y a aussi une part de faire de la data vise.
Ensuite, ça vous l'avez peut-être vu sur LCI l'année dernière, c'était le véritomètre. C'était sur iTélé, pardon, autant pour moi. Le véritomètre qui avait été mis en place par OVNI. Ça, c'est de la publication numérique qui est décalée, qui est un peu nouvelle. Ils faisaient ce qu'on appelle du fact-checking. Donc, vous allez vérifier dans les discours politiques la quantité de véracité des messages, etc. Toujours dans les publications numériques alternatives un peu différentes, on a Geek Politics qui a fait tout un genre de web documentaire. En même temps, il n'y avait pas trop de vidéos et en même temps, il y avait quand même des éléments d'interaction sur le hacking. Donc, c'est un peu aussi pour montrer sous forme de site, sous forme d'interaction, des contenus qu'on ne voit pas forcément ailleurs, même si le hacking maintenant est de plus en plus à la mode. Et puis dans une autre mesure ici, on a la contre-histoire des internets. Donc ça, si vous allez voir ça, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est de la publication numérique, mais contributive. Internet, vous l'utilisez et les gens peuvent venir contribuer, rajouter un élément, rajouter. Il y a vraiment des modules qui sont conçus pour ajouter la vidéo, du texte, des liens, et pour que chacun puisse contribuer à cette contre-histoire des internets. Toujours dans les publications numériques différentes, et à mon sens, là, on donne du sens à l'information un peu nouvelle. C'était pendant les émeutes à Londres, il y a quelques temps. C'était le Guardian qui avait réalisé cette data-vise interactive qui permettait comme ça de remonter les rumeurs d'émeutes, les rumeurs et comment elles se formaient via Twitter. Donc ce qu'on voyait en vert ici, c'est les rumeurs. Et puis évidemment, quand on parle de publication, c'est aussi ça. Ça, c'était pendant les attentats à Boston. Il y a 4chan, le forum, le board, qui s'est mis à chercher qui étaient les personnes qui avaient créé les attentats. Donc ils ont fouillé les photos, ils ont commencé à faire des flèches, à essayer de déceler qui étaient ces personnes qui avaient commis les attentats. Par pur hasard, évidemment, c'était pas ces personnes-là. Et puis à ma modeste échelle, avec Gaïené ici, on a réalisé pendant l'Open Bidouille Camp de Bordeaux un genre de restitution numérique, une forme numérique avec des interviews audio, du Vine, donc les petites vidéos de 6 secondes, des photos Instagram qui sont connectées, et puis évidemment des tweets, des messages, etc. Donc c'est aussi agréger du contenu, et c'est des flux à mon sens. Et aujourd'hui, le métier du designer, je l'appelle plutôt, on est moins dans un designer de forme, mais c'est un designer qui va venir manipuler des flux. Alors voilà, pour moi, on est un peu plombier, on a des tuyaux, et puis on connecte un message à des utilisateurs. Et comment est-ce qu'on fait ça? Quelle expérience on crée? Et pour savoir comment est-ce que ces publications numériques et comment est-ce qu'on adresse un message, comment est-ce qu'on le délivre, il faut observer les usages. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises dans le tramway, dans la rue, dans des cafés, etc. C'est quels usages font réellement les gens de la lecture. Donc derrière chacune de ces photos, je pourrais vous parler des heures de ça, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a ce qu'on appelle des insights, des choses qu'on découvre. Et ça, tout ça, pour moi, c'est venu nourrir mon travail de chercheur en design également. Et très rapidement, ça, c'est un double diamant. C'est aussi des méthodologies de design. Et des méthodologies, on en a besoin. Donc, c'est Discover, on ouvre le spectre. Define, on vient le fermer pour préciser ce sur quoi on travaille et comment on le fait. Après, on a Develop, qui vient réouvrir la création graphique. Et ensuite, Deliver, dans lequel on vient délivrer un projet, un produit. C'est des méthodologies design aussi qui sont utiles quand on aborde un projet. Et ici, quand je montre ça, c'est le fait aussi que quand on publie, dans la publication numérique aujourd'hui, on ne fait pas pour une minorité, on fait tout de suite pour la masse, on diffuse ça sur Internet, sur des tablettes, sur des écrans de téléphone. Et évidemment, une fois qu'on se pose la question des usages, c'est les usages, Madame Michou n'existe pas, c'est chaque personne en particulier qui a un caractère, qui a un esprit. Et donc, il faut vraiment adresser les bonnes questions à toutes ces personnes-là. Ce n'est pas une chose très facile, en effet. Et après, pour le futur, moi, en conclusion, je vous invite un peu à réfléchir. Si vous êtes designer, si vous êtes développeur, si vous êtes des gens qui travaillent dans la création numérique, au sens très large du terme, à ce sur quoi on va pouvoir rêver demain. Donc ça, c'est un exemple d'un dessinateur de Tom Gold que j'aime beaucoup. Justement, c'est les robots libraires. C'est un peu l'avenir du livre et de la publication. Donc c'est assez drôle. Et en même temps, si vous réfléchissez bien, la prochaine publication numérique, pour moi, là où on aura peut-être quelque chose enfin d'un peu nouveau, ce sera peut-être dans des Google Glasses. Imaginez d'avoir la prochaine publication numérique qui soit directement connectée à hauteur de vue, qui soit géolocalisée, qui soit connectée perpétuellement et qui soit connectée directement à votre environnement et social évidemment. Donc à mon sens, quand on parle de futur, quand on parle d'usage et quand on parle également de publication numérique, il faut arriver à se détacher de ces publications standards que j'ai montrées au début et ensuite se diriger vers les technologies de demain qui sont déjà celles d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Geoffrey. Gaïané, est-ce que nous avons des questions sur Twitter ? Alors
Alors, on a quelques questions pour Geoffrey. Il y a Nicolas qui demande si tu as des exemples d'interfaces de collaboration massive. Une interface de collaboration massive, Twitter, à mon sens, c'est un outil génial pour collaborer. Facebook, évidemment, il y a des groupes de travail qui se créent sur Facebook. Après, il y a toutes les plateformes d'apprentissage en ligne qui permettent également de collaborer autour de projets. Et puis, on a aussi Google Doc, dans lequel les gens collaborent énormément. Après, évidemment, des plateformes qui permettent la créativité, il y en a encore, ou en tout cas qui la simplifient, qui la fluidifient, il y en a encore très peu. Ça se développe petit à petit. Mais j'ai bon espoir que ça puisse se développer encore plus. Ok. Et si je peux poser une deuxième question qui concerne plutôt l'événement, est-ce que on peut voir, ou ta vision plutôt de l'événement comme une publication numérique? Est-ce qu'un événement peut devenir une publication numérique? Vous en êtes la preuve évidemment ce soir. L'événement dans sa publication numérique, à mon sens, c'est l'avant, le pendant et l'après. L'avant pour préparer, pour présenter, pour expliquer, pour introduire le sujet. Le pendant, c'est l'animation en ligne, et l'après, qui est la restitution, et qui est également offrir une autre expérience. Et quand je parle d'expérience et d'usage, pour moi, c'est vraiment ça. C'est une suite d'expériences qui vient créer un grand tout. Et quand je parlais de tuyaux tout à l'heure, c'est un petit peu ça également. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Marc Dacuna-Lopez va nous rejoindre. Marc est photographe, il est illustrateur pour la presse et l'édition pendant ses années d'études de biologie. Vous voyez, on a parlé de biologie tout à l'heure, eh bien, on va reboucler la boucle. Marc est entré à l'école des Gobelins en section prise de vue. Il a été diplômé de cette école en 2004. Il se consacre notamment à la photographie publicitaire. Vous allez voir quelques exemples de ses projets dans sa présentation. Il travaille pour la majorité des agences parisiennes et compte comme clients PlayStation, Nike, Peugeot, Fiat, Hermès. Il collabore aussi également régulièrement pour des magazines comme Vogue, Amusement, Standard et Watt. Et puis il continue à développer en parallèle un travail personnel à l'univers fantastique. Il puise dans des références cinématographiques et picturales et crée des mises en scène qui sont à la limite du réel. Marc, c'est à toi. Merci Benoît. Tu as tout dit. Bonsoir à tous. Donc voilà, ça fait 10 ans que je suis photographe, donc ça me permet d'avoir une petite vision de l'évolution sur cette durée du métier de photographe. Alors les slides, c'est juste un exemple de mes travaux, ça illustre assez peu mes propos, mais bon, ça égaye la pièce. Où j'en étais? Oui, donc la photo en 10 ans a beaucoup changé. Le numérique est arrivé à peu près il y a 10 ans et s'est imposé face à l'argentique, en tout cas dans le métier de commande et la photo commerciale. Malgré tout, certains continuent à avoir un travail avec l'argentique, mais ça reste assez minoritaire. Le numérique a apporté pas mal de choses dans le workflow de la photo. Ça a permis de fluidifier pas mal toutes les étapes. Avant, en argentique, on avait besoin de scanner ses hectares, il y avait la chimie qui rentrait en compte. Donc il y avait beaucoup d'étapes qui faisaient que la constance de son image était altérée en fonction des différentes étapes de la production de l'image, entre la prise de vue, le développement, les scans et après la restitution de l'image en print, en affichage, dans les magazines. Le numérique a apporté aussi un autre élément, c'est l'apparition d'éléments 3D en image synthèse dans les photos. Donc là, typiquement, dans la photo que vous voyez, tout l'arrière-plan, les gradins sont faits en image synthèse, en 3D. Les autres éléments sont essentiellement faits en photo. Et cette 3D donc, a été un outil pour compenser la fabrication en réel d'éléments compliqués à réaliser par des set designers ou par des décorateurs. Malgré tout, du coup, l'arrivée de la 3D a un peu mangé sur la photo, c'est-à-dire que aujourd'hui, sur certains budgets, on a tendance à être en compétition avec directement des graphistes 3D. Je m'explique, par exemple, sur de la voiture ou sur de la nature morte. On se retrouve en compétition directe avec des graphistes 3D qui peuvent faire l'ensemble de l'image en full 3D. À côté de ça, nous, photographes, on a besoin de beaucoup de prestataires pour faire la photo. Donc en termes de coût pour le client, pour l'agence, la 3D devient une alternative plus économique. Bon, pas à tous les coups, hein, mais ça arrive. Donc la photo perd une part de son marché vers la 3D et la création full numérique d'images qui ne sont pas des photos, mais qui peuvent être tout à fait comparables à de la photo, au final.
Autre élément qui a beaucoup changé la donne depuis 10 ans, c'est l'apparition d'images banques qui existaient déjà avant, mais qui sont beaucoup développées depuis 10 ans, type Getty ou Corbis, qui permettent aux agences, aux clients, d'acheter des images toutes faites pour illustrer des articles de presse, pour même faire des publicités. On peut très bien imaginer en cherchant, parce que les moteurs de recherche de ces prestataires sont assez puissants, on cherche, je ne sais pas moi, une voiture jaune sur un fond violet avec des palmiers derrière, hein, vous allez trouver la photo. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez piocher dans différentes photos. Avec un bon retoucheur, vous arrivez à faire la photo que vous voulez sans passer par une vraie commande à un vrai photographe. Enfin, je ne dis pas un vrai photographe. Les photos ont forcément été faites par des photographes en amont, mais ont été vendues en général tout droit cédé, ou en tout cas avec des gestions de droits particulières. Et donc pour le photographe de commande, ce type d'agence crée aussi une compétition supplémentaire. Donc quel est l'avenir de la photo de commande dans tout ça? Si d'un côté il y a des graphistes 3D qui font des images full tout seuls derrière leur ordi et des Getty Corbis qui arrivent à fournir à peu près tout type d'image, je ne sais pas. C'est un peu la question. C'est pas facile de se projeter. Mais à mon avis, dans la tendance actuelle, c'est de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que la photo, ça reste un photographe, un appareil photo et le réel devant lui. Donc on a tendance à revenir de plus en plus, même pour des choses... là, typiquement, cette série-là que j'avais faite pour le magazine Amusement, tous les éléments de jeux vidéo qui sont intégrés dans des usines prises en réel sont faits en 3D. Donc avec un graphiste 3D avec qui je travaille. Mais on a de plus en plus tendance à utiliser des éléments réels fabriqués par des model makers. Donc on a tendance à faire un peu ce qu'on a fait à l'envers ces 10 dernières années, c'est-à-dire qu'on avait des outils très performants qui évoluaient, donc comme tout nouvel outil, on joue avec, donc on est content, on arrive à faire des choses très chouettes avec, et après 10 ans, on se dit, bon, il faudrait peut-être revenir à l'essentiel, c'est-à-dire fabriquer des choses en vrai et les photographier en vrai. Donc la tendance aujourd'hui en photo, c'est un peu de revenir à ça, c'est revenir à des choses réelles, fabriquées en réel, faire des prises de vue avec des set designers, des décorateurs, des artistes qui nous fabriquent des éléments pour mettre en scène ou créer des décors complets en papier, en plâtre, avec tous les éléments de matière. Il y a ce retour à la matière et pas un rejet complet du numérique, c'est-à-dire que la chaîne numérique est installée, on ne va pas retourner à l'argentique, ce n'est pas un discours passéiste que je vous fais, mais à revenir à des choses plus dans la matière et moins digitales que ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années. Une autre tendance aussi, c'est que l'outil a tendance à fabriquer les images actuelles et les tendances. Un exemple, Instagram génère un type d'image très particulier qui crée des tendances visuelles, esthétiques, à travers un côté un peu rétro artificiel. Tous ces styles esthétiques générés par l'outil ont tendance à alimenter la photographie contemporaine et les références visuelles qu'on utilise aujourd'hui dans la photo. Je me suis un peu perdu. Oui, Instagram, voilà. C'est l'exemple typique de l'outil qui influe sur le type d'image, hein, c'est le Halo Photoshop. On a tous utilisé Photoshop étant jeunes, et forcément, les premières bidouilles, c'est foutre des Halo Photoshop sur toutes les images. C'est très moche, mais tout le monde faisait ça. Voilà, l'outil, il faut s'en affranchir et aller au-delà. Aujourd'hui, Photoshop, moi, je l'utilise. Bon, je fais des montages, hein, mais j'utilise vraiment le minimum. C'est-à-dire que moins on envoie, moins on voit l'effet visuel généré par l'outil, mieux c'est. C'est-à-dire que la photo, il faut que ça reste de la photographie et pas de la bidouille visuelle digitale. À mon avis, il faut retourner à ça. Une autre voie d'évolution possible du métier de photographe, c'est la vidéo. Aujourd'hui, avec les réflexes numériques, on a tendance à avoir toujours ces options de filmer avec les 5D Mark II. Les photographes ont cette tendance aussi à aller vers la vidéo. Et c'est peut-être un avenir du métier de photographe, c'est de pouvoir fournir une double prestation, une prestation figée, statique, la photographie, et une prestation vidéo du même set photo, mais en animation, en vidéo, en film. Enfin, il y a une autre réflexion sur la photo, à mon avis, qui est intéressante à avoir, c'est le support. C'est-à-dire que la photo a toujours été publiée sur des supports papier, que ce soit de l'affichage, du magazine.
Aujourd'hui, les photos, on les regarde essentiellement sur les écrans, sur les tablettes, sur les téléphones. Ce changement de support peut aussi engendrer un nouveau type de photographie, une photographie qui apporte l'interactivité qui existe à travers ces supports. Le côté tactile, l'interaction à travers le mouvement du support, que ce soit le gyroscope d'une tablette ou d'un téléphone, ou même le Kinect d'une console de salon, ou à terme le Kinect portable d'un téléphone ou d'un ordinateur. Cette interaction dans la photo, à mon avis, pourra permettre d'avoir une sorte de photo interactive, une photo, je sais pas, 2.0 peut-être. Mais tout ça, c'est à construire. Pour le moment, il n'y a pas vraiment encore de très bons exemples d'artistes qui ont exploité cette dimension dans la photographie contemporaine. Mais à mon avis, ça pourrait être un axe assez intéressant à développer en photo. Après, malgré tout, la photo reste de la photo, c'est-à-dire que quand on vend en galerie, on vend des tirages, le support reste important en photographie, contrairement aux interfaces digitales, au design, etc., interactif. La photo a toujours besoin, à mon avis, de ce support 2D qu'est le tirage photographique pour pouvoir être apprécié. Après, ça reste une évolution possible d'aller vers les écrans. Je ne sais pas si j'ai tenu dans mes 10 minutes. C'est trop tôt. Est-ce qu'il reste encore beaucoup d'images? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas le diaporama en tête. Bon, on peut peut-être passer aux questions. Est-ce qu'on a des questions sur Twitter, Gaïané? Alors oui, du coup, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ton travail, notamment quelqu'un qui se demande à peu près combien de temps tu passes sur ces photos-là, et aussi jusqu'où va ton intervention dans une photo, à quel moment tu t'arrêtes en fait. Le temps passé est très variable. La prise de vue peut durer de 1 heure à 4, 5, 6, 8 heures. Tout dépend de la complexité de la mise en scène, du décor, des modèles, de la préparation. En général, quand on travaille sur une photo publicitaire, il y a toute une équipe et c'est une journée de travail. Que ce soit préparer les modèles, construire le décor, etc. Sur la retouche, après, c'est pareil, c'est très variable. Ça peut aller d'une journée à 4 jours de retouche sur une photo. Tout dépend encore une fois de la complexité du montage. Et la fin de la question, c'était jusqu'où? Ton intervention, à quel moment tu t'arrêtes quand tu retouches une photo? Quand c'est bien. Et en fait, ça pose aussi du coup la question du mot photographe. Enfin, il y en a qui se demandent si on peut encore parler de photographe, du métier de photographe aujourd'hui, quand on voit à quel point certaines photos peuvent être retouchées. Et même si on prend la photographie mobile, est-ce qu'on est photographe quand on prend des photos que au mobile, par exemple? Oui, je pense qu'on est photographe. Il y a Télérama qui titrait tous photographes la semaine dernière ou cette semaine. En effet, aujourd'hui, on n'a jamais autant produit de photos qu'en ce moment. Je veux dire, on prend tous les jours des photos avec son mobile, avec les compacts numériques, avec les tablettes. Après, c'est ce que je disais par rapport à Instagram. Instagram génère tellement d'images identiques, tellement de clones d'images, que ce soit par les effets. Encore une fois, la technique souvent induit un type d'image. Après, oui, on est tous un peu photographes. Après, c'est ce qu'on a à dire qui change, mais ça, c'est autre chose. Sans rentrer dans les grands mots, mais on est artiste, on n'est pas artiste. Est-ce qu'on a des choses à dire ou est-ce qu'on n'a pas des choses à dire? Et le début de la question, c'était... Oui, jusqu'où le... Non, mais il y avait 3 questions, alors. Jusqu'où... C'était quoi le début? Oui, c'était savoir si photographe, Parce que moi, je retouche une partie de mes images et je fais retoucher une partie de mes images quand c'est des travaux de commande par un retoucheur. Parce qu'en pub, tout est un peu cloisonné, c'est-à-dire que c'est comme en cinéma, le régisseur il fait son boulot, le photographe fait son boulot, le retoucheur fait son boulot. Là, c'est pareil. En publicité, tout est un peu cloisonné, le graphiste 3D fait ses éléments, le retoucheur intègre tout et le photographe fait juste sa photo et chapeaute le truc. Après, sur mes boulots à moi, je fais la retouche moi-même. Donc, est-ce qu'un photographe est encore photographe quand il y a tellement de gens qui passent derrière lui pour faire la photo? En général, comme il chapeaute le truc, c'est lui qui fait la direction artistique de la photo. Donc, il reste, en termes de droit, il reste l'auteur des images. Après, des fois, on peut se poser la question par rapport à certains comportements de photographes
ou par rapport à certaines images tellement retouchées que le photographe n'a pas fait grand-chose derrière, si ce n'est un petit clic ou si c'était son assistant qui avait fait la photo. Donc, c'est pas toujours facile de répondre. Ok, merci. Merci. Frédéric Sofiana va nous rejoindre sur scène maintenant. Après avoir travaillé en tant que directeur artistique pour l'industrie du luxe durant plus de 10 ans, Frédéric Sofiana s'illustre dans les domaines de la direction des créations, de la photographie et en tant que réalisateur. C'est à toi. Bonsoir. Alors, je suis assez étonné parce que c'est vrai que quand Benoît m'a parlé du thème, tout de suite j'ai pensé à des choses que j'ai plusieurs fois entendues là déjà avec les deux intervenants, enfin mes prédécesseurs. Donc ça prouve que je ne me suis peut-être pas entièrement planté en écrivant ça. Donc je vais vous lire ça parce que je pense que ce sera mieux que si je vous le dis de tête. Alors, il y a la première partie. Alors, donc, là, ma réflexion, c'est une réflexion assez décousue sur ce que j'ai nommé le digital landscape et arte povera, du réel au virtuel et du virtuel au réel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on parle beaucoup de ces allers-retours entre le virtuel et le réel. Après, on peut se poser la question, à savoir, qu'est-ce qui nous apporte vraiment concrètement dans votre vie de tous les jours, à part de gagner du temps, d'être peut-être plus performant, mais est-ce que tout ça est vraiment essentiel? Alors, toujours plus vite. Les outils nous permettent d'aller de plus en plus vite avec la dématérialisation, le numérique. Il existe même des algorithmes qui permettent de créer des images en un clic. Grâce à la synthèse, nous pouvons recréer tout ce que nous imaginons, du pixel art à l'ultra-réalisme. On copie-colle, on assemble, nous composons grâce à des bibliothèques et algorithmes préinstallés. Les supports évoluent et nous offrent encore de nouvelles formes d'écriture visuelle, 3D, ad-screen, holographie, paper screen souple, le corps déconnecté, le virtuel, etc. Les outils vont de plus en plus vite, jusqu'au rendu en temps réel de logiciels demandant énormément de ressources. Les performances restent encore à être améliorées, mais nous y sommes presque. Demain, si demain il nous suffisait de penser une image pour qu'elle se réalise sans aucune action de notre part, qu'en serait le résultat sans une appréhension manuelle et une confrontation avec l'outil, le réel? Quoi qu'il en soit, la pensée, la réflexion, l'expérience, la maturation d'une idée reste la base de toute création. Et cela demande du temps. Prendre du temps. On ne peut pas dissocier le futur des métiers de la création sans parler des idées et concepts induits propres à ces métiers. Face aux médias qui se mettent au pas de cette temporalité exacerbée, et demande aux créatifs d'aller encore plus vite. Il est important de se recentrer sur les idées. Une approche qui demande du temps, le temps nécessaire à la maturation d'une création, le temps nécessaire à l'observation, du temps pour créer de la densité, de la force, de la mémoire. Pour nous offrir autre chose qu'un rêve en solde. Un rêve déjà préinstallé et rassurant. Nous sommes bien tous dans le même présent, les tendances le prouvent et servent à cela. À nous inscrire dans la même modernité, tous ensemble. Prendre des risques. À l'ère du prix numérique, alors je vais un peu rebondir sur ce que disait mon prédécesseur, à l'ère du prix numérique, il fallait attendre de développer sa pellicule avant de pouvoir observer ses photographies. Le risque faisait partie du quotidien des créatifs et créateurs. Manipuler l'aléatoire a du bon. Il rend possible la surprise, l'étonnement, la libération de quelque chose qui nous échappe. Passer par une étape manuelle ou mécanique au sein d'un projet ajoute cette notion de risque. Digital landscape. L'image numérique ou digitale comportait une connotation d'imagerie froide, cassant l'approche manuelle, intuitive et sensible. Désormais, c'est un outil que nous nous sommes appropriés. Nous nous sommes inspirés des défauts liés à son évolution, à ses balbutiements et à ses représentations très schématiques, lignes, facettes, pixel art, etc. Tout cela fait partie de la culture numérique et nous offre un prisme supplémentaire, une écriture nouvelle que nous appréhendons avec recul. C'est désormais un outil comme les autres. Un retour aux sources. Arte povera. On observe un retour en arrière dans les procédés, les techniques, les supports, aussi une utilisation plus intuitive, immédiate et complémentaire de ces outils.
Le numérique n'est plus un prétexte ni une fin en soi. Il est pratique et sert des idées simples, presque artisanales. Le futur de la création est de plus en plus lié à notre responsabilité. Les images servent à la représentation que nous nous faisons de notre monde et nous permettent de nous envisager dans un futur. Quelle mémoire allons-nous retenir de cette frénésie du média? Une très bonne, si toutefois nous faisons preuve de courage pour créer un monde étonnant, riche et varié, où il devient encore possible de contempler l'instant présent. L'aller-retour du virtuel au réel nous permet de créer une distance, de mieux comprendre notre monde et notre regard sur celui-ci. Les outils numériques nous aident aussi à cela. Les exemples que je vais montrer montrent une appropriation des nouveaux outils afin de créer un écho au réel indispensable à notre compréhension du monde. Du réel au virtuel et du virtuel au réel. Digital landscape. Ah ben on est déjà à la fin là. On a avancé, ouais. Bon, ben... Ah oui, j'avais pas vu. Bon, ben... Tu peux peut-être nous commenter rapidement les créations qu'on a vues défiler. On en est déjà... J'avais un petit mot pour chacun des artistes présentés. J'en avais présenté 8 qui illustraient justement cette notion de distance et d'aller-retour entre le virtuel et le réel. Là, ici, on est sur José Romussi, artiste chilien qui vit et travaille au Brésil. Donc, il a toute une série. L'artiste fait se rencontrer la broderie et la photographie, une sorte de compositing artisanal étonnant et poétique. Il extrait une modernité de cette ancienne technique. Les lignes graphiques, les couleurs vives en opposition aux photos créent une virtualité sans l'utilisation des outils numériques. En fait, au début, on avait plusieurs artistes qui travaillaient essentiellement sur des supports numériques. Et petit à petit, on retrouve une approche qui est quasiment identique. C'est pour montrer à quel point l'outil numérique aujourd'hui n'est vraiment plus qu'un outil. Pour montrer que ce qui est intéressant, c'est la démarche, et que la démarche, elle est commune, et que, notamment avec la culture du numérique, c'est-à-dire la cyberculture, on retrouve les mêmes types de formes d'écriture, quels que soient les supports. Et aujourd'hui, peu importe le support, peu importe les tendances, ce qui importe, c'est la densité, la démarche, et aujourd'hui, on peut tout faire, donc nous n'avons encore moins d'excuses pour nous complaire. Alors pour finir, je crois qu'après ce sera fini, cet aller-retour du réel au virtuel, quelles que soient les approches, aura autant d'avenir qu'il nous permettra de mieux nous connaître, de mieux connaître le monde, cela en le transformant, en le manipulant. Dans ce changement de forme, l'axe d'observation du fond que contient chaque chose et son évidence devient multiple. Un voyage sans fin, sans réponse, où seule la métamorphose et un regard décalé nous sort un instant de notre condition. Voilà. Merci. Merci Frédéric. Est-ce que nous avons des questions sur Twitter, Gaïané? Alors, je crois que tout le monde a été emballé par les photos qui étaient présentées sur l'écran parce qu'on n'a pas de questions. Bon. Sur les photos? Oui, enfin, non, mais c'est tout le monde. Il y en a beaucoup qui sont d'accord pour dire que les photos sont superbes, mais du coup, on n'a pas de questions. Alors, c'est pas mon travail du tout, hein, c'est une sélection que j'ai faite, parce que je passe à peu près 4 heures par jour à voir des choses nouvelles. Alors, des fois, l'inconvénient avec ça, c'est que je ne rentre pas en densité dans le travail de la démarche de chacun des artistes, mais bon. D'accord. Merci beaucoup. Ah bon. Merci à vous. Merci Frédéric. On va maintenant accueillir Stéphane Maguet, qui est Creative Technologist à Digitas. Alors Stéphane va nous expliquer en quoi consiste son métier. Alors Stéphane, il a intégré, après des études de philosophie, les nouveaux programmes de Canal+, puis il a fondé en 2003 une galerie que vous connaissez sans doute, qui s'appelle la galerie Numéris Causa. Parallèlement au développement de cette galerie, il a rejoint pendant 2 ans la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en tant que responsable des marchés publics liés aux multimédia.
Et puis Stéphane est également curateur, avec à son actif une trentaine d'expositions dans le champ de l'art contemporain, du design, de la muséographie et de l'événementiel. Et puis en 2010, il rejoint l'agence interactive Digitas, qui appartient au groupe Publicis, pour renforcer la création digitale et l'innovation au sein de l'agence. Stéphane Maguet. Bonjour à tous. À travers quelques projets, on va essayer de cartographier un nouveau métier. Je suis créatif technologiste. On va voir ce que c'est que, dans le détail et par des exemples, cette espèce de monstre. Puisqu'on va voir qu'il y a une espèce de tension entre ces deux valeurs. Est-ce que on peut lancer? On peut lancer. Ouais. Voilà, donc les nouveaux métiers de la création, puisqu'on parle de création digitale. Maintenant, ça fait 10 ans que le digital a changé notre rapport à l'écriture, notre rapport à la pensée, notre rapport à la connaissance, notre rapport à la recherche, et bien sûr, évidemment, ça a impacté les métiers de la création, quels qu'ils soient, le métier des artistes, puisqu'il y a un art digital, le métier de la direction artistique. Et donc, au fil de ces expériences, il y a une espèce de tension entre la technologie. Moi, je ne pense pas que la technologie soit un outil comme un autre. Je pense qu'elle peut être structurante par rapport au contenu. Et il y a un aller-retour qui se fait, ou en tout cas qui doit se faire, pour essayer de maintenir un équilibre. Donc, aujourd'hui, on travaille au sein d'une agence avec un partenaire qui s'appelle Julien Terraz, et on essaye de délivrer de l'innovation pour les marques. Alors, c'est dans ce cadre-là que on assume ce travail de créatif technologiste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir un lab? Bien évidemment, on ne fait pas de la recherche fondamentale. Je vais revenir après dessus. On est plutôt un accélérateur de tendance. Créatif technologiste, aujourd'hui, je crois qu'on doit être une vingtaine en France. C'est plutôt un terme anglo-saxon. On est principalement dans les agences et il n'y a plutôt pas énormément de formation. C'est plutôt des gens qui viennent d'univers assez différents. À la fois, ça peut être des gens qui ont commencé à faire du flash. Et en gros, c'est quoi ce job aujourd'hui? Ce job aujourd'hui, c'est on fait de la veille comme tout le monde. On va faire de la R&D. On va faire de la conception aussi en relation avec les métiers créatifs. Je vais vous montrer un peu les compétences après. On fait du prototypage, on y reviendra aussi. On vient en soutien des campagnes aussi. Est-ce que c'est possible? Combien ça coûte, etc. Et aussi, on est beaucoup dans, on va dire, l'écosystème innovation. Qu'est-ce qui a changé? Web is dead, digital is everywhere. Donc, on a signé un peu tous les points de contact, du web au mobile, demain télévision connectée, voiture connectée, en passant par les réseaux sociaux, la digitalisation des événements, l'avant, pendant, après, dont on parlait tout à l'heure. Et puis alors les créatifs technologistes, voilà, donc c'est un champ de compétences qui varie en fonction des profils, mais on est un peu DA, on est un peu concepteur, on est un peu, en tout cas on a une expérience aussi de design d'expérience, et puis pour pas mal d'entre nous, on est aussi ingénieur, et tout ça, ça va correspondre à des pôles et à des métiers de l'agence. Non pas qu'on arbitre, mais on est à la lisière, à la frontière de pas mal de métiers. D'ailleurs, c'est une grille assez intéressante dans la création digitale pour à la fois concevoir les projets, mais aussi les lire. Et c'est intéressant d'ailleurs d'avoir cette grille en faisant en sorte que personne ne tire la couverture à soi. Alors bon, après c'est une grille d'interprétation, il y a des projets qui sont pas forcément à l'équilibre, mais on a remarqué que il y avait des situations plus ou moins confortables quand tout le monde collaborait ensemble. Donc un Living Lab aujourd'hui dans une agence, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu, c'est un laboratoire de moyens. C'est aussi un endroit où on va tester des choses, tester du matériel. Ce n'est bien sûr pas que de l'innovation technologique, c'est des innovations d'usage.
C'est pour ça qu'on va pas uniquement travailler qu'avec des startups. On travaille avec des startups, bien sûr. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à chercher des startups, tester des frameworks, faire de l'électronique, tester de la robotique, tester des logiciels, etc. Mais travailler avec, bien sûr, les grands fournisseurs de technologies. Mais aussi, on va travailler avec, je parlais d'usage, on va aussi travailler avec des artistes et des talents. Et quand j'avais mon agence Numériscosa, bien sûr, c'était une agence, mais aussi c'était une galerie qui était spécialisée sur la technologie. Et donc, on passe notre temps, parce que c'est intéressant de travailler avec des artistes. Souvent, vous leur donnez une technologie, et puis ils vont le hacker, ils vont le ils vont le retourner pour en faire quelque chose d'autre. Donc c'est aussi pour maintenir cet équilibre entre technologie, certes, avec son potentiel créatif, mais aussi avoir des idées out of the box qui peuvent être amenées par eux. Le prototype, c'est très important pour nous dans tout le processus, parce qu'un prototype, ça permet de tester des choses, d'avoir un retour d'expérience, de concevoir, de valider et en même temps de communiquer. Il y a toutes les étapes le POC, le Proof of Concept, jusqu'à bien sûr le pilote qui lui est grandeur nature. Là, voilà quelques projets dont je vais vous parler. Ça, c'est donc un travail qu'on avait fait avec un artiste. On avait modélisé la croissance de plantes. Donc il y avait une génération de plantes en temps réel, sur un rythme un peu accéléré, bien sûr. Et en plus, elles étaient interactives. Et là, on avait pas mal travaillé sur la génération du soft. Là, autre projet pour un ballet au Grand Théâtre de Genève. Il s'agissait de créer un décor, le décor de fond, qui soit à la fois calé à la seconde près sur le rythme des danseurs, mais en même temps qui soit à chaque représentation différente. Donc c'était pas une vidéo, c'était un programme génératif. Il fallait jouer entre le déterminisme et la générativité. Là encore, donc un projet plus design, salon du meuble à Milan il y a quelques années. Donc à la fois, il fallait concevoir un dispositif technique à 360 et puis intégrer le contenu. Là, le directeur artistique, c'était Giulio Capellini. Et donc, avec l'agence Numériscosa, on a développé les logiciels et conçu toute l'étude technique de ce genre. Enfin, voilà, là, autre... c'était un projet avec Mobius, un projet interactif, puisque quand on approchait sa tête d'un dispositif physique, on était happé dans son univers, la figure était reproduite et l'univers de Mobius était dispensé autour de nous. Là, on développait du logiciel, mais en collaboration, bien sûr, avec l'artiste en question. Voilà, des projets beaucoup plus qui reviennent plus dans le périmètre agence. Donc toujours avec mon partenaire Julien Terraz. AnyTouch, ça c'est un projet qui a été... on a trouvé une start-up qui s'appelait iHotel et puis on a fait un prototype de tactilisation des objets avec la promesse de dire voilà, le monde entier va devenir tactile. On pourra tactiliser d'une voiture à un éléphant, mais sans mettre d'électronique, juste par une vision par ordinateur. Donc c'est un prix qui a gagné... c'était un prototype qui a gagné le Grand Prix du Crystal Festival dans la catégorie innovation et mobile. Là aussi, une campagne. Alors là, typiquement, c'est un autre projet. Les directeurs de création vendent une idée, c'est-à-dire le Wonderbra Decoder, et là, le créatif technologiste arrive pour trouver la solution pour réaliser ce qui a été vendu. Non, je plaisante, mais voilà, là, on vient plus en support, à la différence du prototype où on est plus en proaction. On peut arriver en support pour faire le costing et la faisabilité. Et des fois, la faisabilité est assez compliquée puisque il faut trouver, on ne développe pas tout en interne. Des fois, on va chercher les talents, la technologie ou la petite start-up qui va bien pour faire telle ou telle campagne. Là aussi, donc un événement, là, voilà, je vais passer à l'autre. En digital retail, on essaye d'apporter donc à l'agence de nouvelles compétences. Sur un projet comme celui-là, c'est une expérience Kinect sur le point de vente qui sera bientôt à Paris. Je pense en septembre, on finit les tests et là bien sûr il faut savoir développer du Kinect, mais travailler avec le merch, concevoir cette installation dans le temps.
Ça aussi, un projet où il s'agissait de transformer une voiture pour mesurer la performance des pilotes. Et là, l'idée créative, c'était de lui adjoindre un drone. C'est le Juke de Nissan. Et le drone était en fait l'œil de la voiture qui donnait un point de vue unique sur le circuit et permettait d'améliorer les performances. Alors, les synergies autour du CT, du Creative Technologist, il y a plein de métiers. Il y a les créatifs codeurs. Moi, j'ai arrêté de coder maintenant il y a 7 ou 8 ans. Il y a les créatifs codeurs qui, eux, testent les frameworks. C'est des gens qui ne sont pas rattachés à l'IT ou aux divisions informatiques. Ils font partie véritablement de la création ou de la creative technology. Et puis, il y a les digital producers, les talent sourceurs, etc. L'agence du futur, peut-être que autour de cette idée d'équilibre entre l'innovation et le contenu, puisque finalement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de raconter des histoires, de promouvoir des récits. Eh bien, on pense que dans cet équilibre, avec l'innovation au milieu, on peut contribuer à créer un nouveau type d'agence, ou en tout cas un nouveau type de delivery dans les agences. Et puis, et donc voilà, d'essayer de valoriser cette innovation, constituer une offre à base de prototypes. Et bien sûr, ça se fait pas sans ce fameux équilibre dont je vous parlais tout à l'heure entre la création, la technologie, l'histoire et bien sûr l'expérience utilisateur. Je vous remercie. Avons-nous des questions sur Twitter, Gaïané? Attention. Alors reste avec nous, Stéphane, parce que si on a des questions... J'ai 2 petites questions pour vous. La première, c'est par rapport aux contraintes. Est-ce qu'un créatif technologiste se met encore des contraintes? Des contraintes de production ou des contraintes de production? Oui, il y a une économie des prototypes. Je ne vais pas faire un prototype s'il coûte 100 000 € et que je ne suis pas sûr de le vendre. Mes prototypes tournent plutôt à 10% du chiffre que je viens de citer. Et puis après, quand on est dans un cadre d'une campagne, là, ça change tout. Puisque alors c'est très difficile de vendre de la R&D, on le sait, puisque le client il voit pas pourquoi il paierait pour de la R&D. Néanmoins, elle peut être intégrée de manière, on va dire intégrée dans le projet. Et alors la deuxième question, c'est est-ce qu'on sait à peu près combien il y aurait de Creative Lab combien d'agences plutôt de publicité ou de communication auraient en leur sein un Creative Lab? On parle en France? En France, par exemple. En France et en Europe. D'abord, il faut savoir que c'est un modèle très anglo-saxon. Aussi, en gros, ça vient des grandes universités américaines, MIT en tête, il y en a d'autres, Carnegie Mellon University, etc. Pour répondre à la question, en France, il doit y avoir une vingtaine de créatifs technologistes en agence. Mais certains qui sont pas forcément dans un il doit y avoir 3 ou 4 labs. Après, il y a des agences où il y a une personne. Il y a des agences où on est 2, comme chez nous. Et puis, il y a des agences qui... ce qui fait la grosse différence, c'est une fois qu'on a mis 2 masses salariales, une masse salariale ou 2 masses salariales, ou 3 ou 4 ou 5, c'est quelle vision on a et on ne fait pas de la R&D sans moyens. La R&D, il faut penser à un retour sur investissement, dans le meilleur des cas, à moyen terme. Donc, bien évidemment, il y en a peu, il y en a très très peu en France. Il y en a quand même pas mal. Je crois que le mois prochain se tiendra la première réunion européenne de Creative Technologistes. Ce sera à Londres. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Nous allons conclure avec Benoît Douriat cette session avant d'aller prendre un verre tous ensemble. Donc, je lance. Oui, allez. Alors moi, ce que je retiendrai finalement, c'est que nos visions convergent assez bien.
J'ai l'impression qu'on converge vers plus d'éléments tangibles, d'éléments physiques dans ces métiers du numérique, et que ce retour au tangible dont on avait discuté avec Étienne Mineur il y a quelques années, il est vraiment en train de s'opérer. Alors la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on va tous devenir des Creative Hydras? Vous savez, c'était un concept aussi qu'on avait introduit il y a quelque temps pour parler justement de ces créatifs qui sont à la fois des designers graphiques, des designers interactifs, des codeurs, des chefs de projet, etc. Et ça, je pense que ça reste une question ouverte et qui est très liée aussi à la variété des contextes d'exercice des métiers en agence. Ce qui me paraît aussi assez important à évoquer, c'est l'impact des évolutions technologiques sur nos métiers. Aujourd'hui, on va dire les technologies les plus disruptives qui sont probablement pertinentes au regard du design sont le cloud computing, l'impression 3D et puis l'Internet des objets. Et ça change vraiment en profondeur la façon dont on envisage de faire les projets. Il y a aussi l'impact de l'évolution de nos outils. Si on prend ne serait-ce qu'un outil comme Photoshop, alors peut-être qu'on faisait déjà la même chose avec Photoshop qu'il y a 10 ans, mais de nouveaux outils sont apparus. Il y a des façons aussi de les détourner, comme il me semble, comme disait Stéphane et comme disait Frédéric tout à l'heure. Une valeur aussi, je pense qu'on partage bien avec Stéphane, c'est cette importance du prototypage. On fait beaucoup dans les écoles de design. Moi, vous savez, j'enseigne dans une école de design, je dirige un département à Strat Collège, un département système et objets interactifs, et on fait beaucoup de vidéos pour faire du design d'interaction parce que c'est un outil de prototypage qui est rapide, qui est intéressant, mais ça reste du design théorique si on ne fait que de la vidéo, et donc le prototypage physique aussi est important. C'est pour ça d'ailleurs que finalement, pour nous, le design d'interaction, ça devient du design de comportement. Là, on a vu les petits objets ready-made d'Olivier Mével et de Marc Charéron qu'on avait reçus lors des soirées design, et ces petits robots, on peut les programmer avec une carte électronique Arduino dont a parlé Stéphane tout à l'heure. Et faire du design d'interaction, c'est vraiment prototyper justement ce comportement et cette réactivité de l'objet. Et puis une autre chose que je voulais dire, c'est passer un petit peu vite, c'est que finalement, cette importance aussi de décloisonner beaucoup les pratiques de design entre elles. Je pense qu'on n'est pas simplement un designer industriel ou un designer interactif ou un designer qui fait du transport, de la mobilité. C'est très important de voir comment toutes ces dimensions peuvent s'ajouter, et on le voyait bien au travers des travaux que montrait Stéphane sur le retail interactif. Et à Strat Collège, par exemple, on a introduit des cours de culture interactive pour nos designers retail et packaging. Et je voudrais conclure avec cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez reconnu le film. Il s'agit de La Belle et la Bête de Jean Cocteau, qui est un film de 1946. Et une des choses, je pense, qu'on est amené très souvent à faire en design interactif et qu'on sera encore amené à faire beaucoup, c'est des objets magiques. Et le film de Jean Cocteau, alors je ne sais pas si on a un peu de son, Marina. Est-ce qu'on peut baisser la lumière? Parce qu'à un moment donné, c'est intéressant d'entendre aussi le son dans la vidéo. Ce film de Jean Cocteau, c'est une façon de montrer un nouveau rapport aux objets. Je vous laisse regarder. C'est l'arrivée de la Belle dans le château de la Bête. La Belle, je suis la porte de votre chambre. Vous voyez cette vision de Jean Cocteau, elle est très proche de la vision de l'Internet des objets. C'est une vision qu'on avait déjà dans le cinéma en 1946. À sa façon, il
anticipé déjà ce qu'allaient être nos métiers de designer, de faire des meubles intelligents, des objets intelligents. Je suis votre miroir, la belle. Réfléchissez pour moi, je réfléchirai pour vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme il n'y a pas Est-ce qu'on a des questions? Non, Comme il n'y a pas de questions, on va rester sur cette belle séquence de films. Les présentations donc, sont finies. Nous proposons de poursuivre cette soirée autour d'un cocktail donc, en bas. Nous remercions tous les partenaires de cette soirée, les intervenants et l'équipe qui a animé la conversation numérique ce soir. Donc Nathalie Choliveau et Lionel Lemoine chez Adobe, Damien Lebeau et toute l'équipe d'ADN, l'équipe de DB. Merci à Nicolas Loubet, à Elise Fraisse, à Gaïané, à Dourian, à François-Joseph Grimaud et à Mathias Rollin. Et nous vous retrouvons ce vendredi 14 juin dans un autre contexte, celui de Futur en scène, au 104, pour la soirée Design 8, la dernière de l'année, qui sera dédiée à l'innovation sociale, donc le vendredi 14 juin à 19h au 104. Merci. Et vous pouvez encore vous inscrire en ligne. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer la conversation autour d'un verre juste en bas.